Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat et retour ce matin au débat des sénateurs à l'occasion du projet de loi organique rétablissant la confiance dans l'action publique. Je vous rappelle que les lois de moralisation sont constituées de deux parties. D'une part, une loi ordinaire qui a été débattue et adoptée mercredi par les sénateurs et une loi organique, c'est-à-dire relative à l'organisation des pouvoirs publics qui, elle, a été débattue et adoptée jeudi. Alors jeudi, les débats ont porté pour l'essentiel sur la question de la suppression de la réserve parlementaire. Cette enveloppe de 130 000 € environ par parlementaire et par an est jugée indispensable pour beaucoup de sénateurs en matière d'investissement dans les territoires, pour des petits travaux dans les écoles, des travaux de voirie, des travaux dans les salles des fêtes. Jeudi, les sénateurs ont donc expliqué l'importance de cette réserve, réfutant toute accusation de clientélisme, même s'il y a aussi eu des élus pour dire que longtemps cette réserve avait été très opaque et qu'il y a eu parfois aussi des abus. Tout de suite donc, retour au débat dans l'hémicycle. Le présent article visait initialement à supprimer purement et simplement la réserve parlementaire. En jetant ce pavé dans la mare, le président de la République et son gouvernement ont fait le choix d'envoyer des signaux très clairs. Sous couvert de moraliser la vie politique, ils ciblent particulièrement les parlementaires et souhaitent limiter leur financement et leurs prérogatives. Les parlementaires coûtent toujours trop cher et il faut limiter la dépense publique. Nous connaissons donc le laïus. Les travers anti-parlementaristes de cette loi ne nous ont donc pas échappé. Pour autant, il s'agit d'une vraie question tant la suspicion est forte. Résultat des dérives constatées dans certains territoires. L'exigence de transparence d'aujourd'hui doit être prise en compte par les élus que nous sommes. En commission, donc, cet article a été totalement réécrit pour essayer de concilier à la fois le maintien de la réserve parlementaire tout en encadrant plus fortement son usage. Nous prenons connaissance pour la séance de 3 séries d'amendements, ceux qui émanent de parlementaires qui ne veulent finalement aucune contrainte sur l'usage de la réserve. Le gouvernement, quant à lui, qui souhaite supprimer cette réserve, annonçant la sanctuarisation des ressources dans une prochaine loi de finances. Et enfin, des amendements pour aménager la proposition de la Commission. Je crois au préalable qu'il faut s'entendre sur les termes de notre débat. Si supprimer la réserve parlementaire signifie limiter les ressources des territoires et des collectivités, sans oublier bien évidemment les associations durement frappées par l'austérité, nous ne sommes pas d'accord. Les territoires peinent de la baisse des dotations qui devraient encore s'accroître par des choix politiques faits tout récemment. Pour cette raison, Madame la ministre, excusez-moi de la façon dont je vais le dire, nous n'avons qu'une confiance relative dans vos déclarations sur la sanctuarisation de ces crédits. Nous verrons lors de la loi de finances quels seront les arbitrages et nous vous rappellerons vos promesses. Ces 140 millions doivent rester au service des territoires et de leurs habitants. Mais pour nous, le débat est plutôt celui de savoir si l'idée même d'une réserve parlementaire est légitime. Et là, les avis sont partagés. Car à la fois, elle permet aux élus de tisser un lien particulier à leur territoire, mais de l'autre, les modes d'attribution soumis au seul arbitraire des parlementaires rendent la suppression de ce dispositif naturel pour une bonne part d'entre nous, dont je suis. Cette réserve apparaît aux yeux de notre peuple comme un privilège d'un autre temps qui bloque y compris le renouvellement de la vie politique, les sortants et les nouveaux n'étant quand même pas sur un même pied d'égalité, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Merci Madame la Présidente. Monsieur Grémillet. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président, rapporteur, mes chers collègues. Effectivement, cet article 9 qui, le titre « Suppression de la réserve parlementaire », fin de la pratique de la réserve parlementaire. Je voudrais à cet instant, parce qu'il est absolument essentiel que les Français, parce qu'on parle vraiment très mal de cette action parlementaire, laisser croire que c'est un trésor caché de chaque parlementaire, de chaque sénatrice, sénateur. Laisser croire qu'on va dans nos campagnes, dans nos villes, avec des liasses de billets distribuant des billets de 500, de 200 euros.
c'est faire injure au travail de l'action parlementaire. Mais c'est surtout faire injure aux élus de nos territoires. Et je voudrais dire, Madame la Ministre, vous savez, ce titre, cette communication, l'abus de communication du soutien à l'action parlementaire, en fait, ce qui est fait par les sénatrices et les sénateurs, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un soutien à l'action territoriale, ni plus ni moins qu'un soutien à l'action des projets de nos territoires. Et je voudrais, sur ces aspects, dire combien d'investissements n'auraient pas eu lieu si effectivement l'action parlementaire n'était pas intervenue. Combien de projets dans nos territoires orphelins de tout financement de collectivités, de l'État, de la région, du département, n'auraient pas vu le jour si effectivement l'action parlementaire ne s'était pas exercée. L'autre exemple que je voudrais donner, le mieux vivre dans nos territoires. Ici, on légifère, on a beaucoup parlé de l'accessibilité. Combien de projets d'accessibilité dans nos territoires ont été soutenus grâce à l'action parlementaire? Je pourrais prendre un exemple d'actualité, puisque les maires ont l'obligation de donner leurs propositions de mise en conformité sur la loi de transition énergétique. Comment vont-ils faire si effectivement, là encore, l'action, la proximité n'est pas au rendez-vous? Je voudrais encore prendre un autre exemple que nous vivons tous. Combien de fois l'action parlementaire, le soutien à de l'action parlementaire est l'effet déclencheur de soutien communautaire? Et je terminerai, Madame la Présidente, avec votre tolérance, très rapidement, de dire tout simplement, mettre fin au soutien de l'action territoriale, c'est mettre encore un peu plus hors sol les élus et surtout la réalité de nos territoires. Voilà pourquoi, tout à l'heure dans les amendements, et je voudrais féliciter le président Bas je vous demande de respecter votre temps puisque vous souhaitez finir à 16 h cet après-midi. C'est pour vous, hein. Monsieur Daudigny, prise de parole. Et là, j'ai beaucoup de personnes qui se sont rajoutées. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Sur ce débat concernant la réserve parlementaire, je voudrais exprimer ici le ressenti d'un sénateur de la ruralité. Et je m'interroge sur le fait, si cette réserve parlementaire était totalement supprimée, des réactions dans 1 an, 2 ans, des maires, des élus, des habitants de petites communes qui se verraient en difficulté pour compléter les financements de travaux d'aménagement. Alors c'est l'école, c'est la salle de loisirs, des travaux de voirie, protection du patrimoine. Alors est-ce que ces élus, dans 1 an, 2 ans, jugeraient que la moralisation de la vie politique, parce que c'est bien le sujet qui nous préoccupe, est réellement en marche? Alors moi, je veux profiter de ce moment d'expression pour réaffirmer, comme mon collègue avant moi, que la réserve parlementaire, aujourd'hui, est totalement transparente, que c'est une procédure qui répond aux mêmes règles que tout octroi de subventions de l'État. Et bien dire à nos concitoyens que cette réserve parlementaire, elle n'est pas versée en liquide, elle ne passe pas par la poche des parlementaires qui en prélèveraient une partie avant de la redistribuer aux élus locaux. C'est ce qui est souvent pensé par un certain nombre de nos concitoyens. Alors bien sûr, le cadre peut être rénové, je n'y suis pas opposé, des règles peuvent être précisées, des aménagements proposés, réserver la réserve parlementaire à des investissements dans les petites communes. J'y suis favorable, encore que les élus de la région parisienne posent d'autres questions. Peut-être interdire le fait qu'un parlementaire attribue ou oriente la réserve parlementaire vers une commune dans laquelle il aurait déjà un mandat d'élu. Quant à l'argument du clientélisme, département de l'Aisne, je prends l'exemple que je connais le mieux, sur un mandat de 6 ans, au plus 150 communes peuvent être aidées, ce qui veut dire que 550 ne le sont pas. Donc l'argument du clientélisme est assez faible. Alors en conclusion, moi je souhaiterais vraiment que sur l'autel de l'antiparlementarisme qui imprègne dangereusement, malheureusement, aujourd'hui l'ambiance de notre pays, ne soit pas sacrifié un outil de financement en direction des petites communes qui est simple, efficace, utile et aujourd'hui, je le répète, totalement transparent. J'ai respecté mon temps, Madame la Présidente. Madame la Présidente,
je crois que si la réserve parlementaire est utilisée honnêtement, il n'y a strictement aucun problème et la réserve parlementaire contribue à aider les communes et souvent les communes les plus défavorisées pour réaliser des petits projets. C'est souvent un déclic qui permet finalement d'inciter la commune à réaliser un petit projet d'intérêt général. Et moi, chaque année, je distribue des petites subventions d'à peu près la même importance à toutes les communes de mon département. J'arrive en faisant des petites subventions, en distribuer une centaine. Et quand je repasse ensuite, eh bien, on me montre, eh bien, vous avez réalisé telle chose. C'est très positif. Et si aujourd'hui, la réserve parlementaire est contestée, c'est parce qu'il y a eu des abus. On a vu, et dans le cas je vais citer l'exemple d'un ancien parlementaire de mon département qui n'est plus parlementaire, donc on peut en parler librement. Bon, il s'est mis 2 années de suite 200 000 € de toute sa réserve parlementaire pour sa propre commune. Bon, c'est scandaleux. Donc il faut que nous ayons un contrôle sur ces choses-là. Et la deuxième chose qui me paraît tout à fait anormale, c'est les subventions, les dérives des subventions aux associations. Hein, on a vu, et c'est Mediapart qui l'a cité, le cas d'un parlementaire qui, en 2 ans, s'est alloué au total 160 000 € pour une association dont il était le président, dont le délégué général était son assistant parlementaire et dont la trésorière était sa première adjointe. C'est quand même incroyable. Et pour couronner le tout, le siège de l'association était dans son bureau au Sénat. Bon, alors, il y a quand même des limites. Et je pense que les communes n'ont pas à être victimes des agissements et des dérives d'un certain nombre de personnes. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je suis partisan du maintien de la réserve parlementaire, mais à condition de la contrôler. Mes chers collègues, au fur et à mesure, vous vous rajoutez. Donc, j'ai un nombre très important de demandes de parole. Je vous le signale, c'est tout. Monsieur Sueur, pour explication de vote, pour prise de parole. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. On peut avoir de grands débats là-dessus. Il y a quand même un fait que je veux rappeler. Il y a quelques années, la réserve parlementaire était distribuée dans une certaine opacité. Je me souviens qu'étant arrivé dans cette maison, dans cette assemblée, il y a quelque temps, le président de mon groupe de l'époque m'avait dit qu'il ne connaissait pas cela. J'ai réussi peu à peu à savoir qu'il y avait des subventions qui étaient délivrées, et de manière très inégalitaire. Donc ce système était immoral. Et à cette époque-là, il eût été heureux, nous ne l'avons pas fait, nous eussions pu le faire, de voter des dispositions pour réformer cette immoralité. Mais aujourd'hui, grâce au travail qui a eu lieu, eh bien, la réserve parlementaire est totalement transparente. Il s'agit de sommes affectées à des communes, ce peut être des villages, ce peut être des communes plus importantes où il y a des quartiers en difficulté, de sommes qui sont attribuées en toute transparence. Le montant des sommes qu'un sénateur ou un député peut proposer est public. L'attribution de ces sommes à des communes est publique. Tout est public. Et la transparence, je vous l'assure, est le meilleur rempart contre toutes les dérives. Si bien sûr il y a des pratiques qui ne sont pas correctes, eh bien elles seront critiquées puisque tout est transparent. Donc nous avons considéré, et c'est pourquoi, Madame la Présidente, que nous avons déposé un amendement de suppression, puisque c'est une loi qui entend rétablir la confiance aujourd'hui, telle que c'est, il n'y a pas lieu qu'il y ait défiance ou immoralité. C'est pourquoi nous considérons que ce sujet ne devrait pas intervenir dans le cadre de ce texte. Mais au cas probable où notre amendement ne serait pas adopté, nous nous rallierons à celui de la Commission, c'est-à-dire au texte qui d'ores et déjà est intégré dans la rédaction du projet de loi, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Sueur. Monsieur Lecomte, pour prise de parole.
Je vous demande de vraiment respecter votre temps parce que vous êtes très nombreux. Merci Madame la Présidente. D'abord, en complément de ce qui a déjà été dit, moi je dois dire que quand je suis arrivé ici, j'étais un peu étonné de découvrir ce type de pratique puisque finalement, comme je l'ai déjà indiqué hier, je considère que notre rôle est un rôle de législateur et de contrôle de l'action du gouvernement. Et à l'évidence, la décision que nous prenons lorsque nous soumettons au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Intérieur, des propositions qui sont suivies des faits, on sort un peu de notre rôle. Alors voilà, ça c'est le principe. Une fois qu'on a dit ça, on doit constater deux choses. La première, c'est que effectivement, cela permet de faire et d'accompagner des projets, de lancer des initiatives qui sinon n'auraient pas lieu. Et je pense, pour ce qui concerne les Français de l'étranger, à apporter des développements dans les écoles. Je pense à ce qui a pu être fait pour l'accompagnement des besoins des enfants à besoins particuliers, en particulier pour l'action sociale, pour l'aide au développement d'alliances françaises face à un séisme en Équateur ou face à des conditions climatiques au Vanuatu, où je me rappelle que l'année dernière, il a fallu réagir très vite. Voilà, c'est indispensable. Et ça va en complément de ce que l'État peut faire, mais c'est indispensable. Et deuxièmement, je dirais que les parlementaires pourraient contrôler l'action du gouvernement en termes de budget. Je dirais, à côté de ça, lorsque je demande des informations au ministère des Affaires étrangères sur un certain nombre d'opérations immobilières à Vienne, à Amsterdam ou à Toronto, on nous balade. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas correctement faire des contrôles budgétaires et des contrôles sur un certain nombre de budgets qui pourraient être mieux utilisés par le gouvernement. Donc je dirais, dans la situation actuelle, le principe, c'est qu'effectivement, ça serait peut-être mieux que ça soit supprimé, mais on en a absolument besoin parce qu'il y a des choses qui dysfonctionnent et la loi organique ne réglera pas tout. Voilà. Donc à partir de là, il faut trouver un moyen pour, et ce que propose le président de la commission des lois est une manière de régler le problème. De toute façon, sinon, ce qui était proposé par le gouvernement n'avait pas lieu d'être, puisque de toute façon, c'était simplement une déclaration qu'il ne fallait pas voter un amendement à la loi de finances. Ce que propose le président de la commission des lois est une solution pour les Français métropolitains, mais pour les Français de l'étranger, il faudra le compléter. Merci. La parole est à Madame la Présidente André. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Oui, c'est en qualité de président de la Commission que je veux m'exprimer ici et donc mon collègue Bas m'a fait une petite place sur son banc et la Commission était saisie par la Commission des lois sur cette question. Je pense que nous vivons là un moment qui pourrait s'appeler sortie de l'ambiguïté ou du mystère à son détriment. Pendant longtemps, les collègues l'ont dit, il n'y avait pas de lumière sur cette réserve. Seuls les collègues de la Commission des finances disposaient de possibilités de soutien. Ils le faisaient déjà, d'ailleurs, faisons-le remarquer dans les règles de ce qui est réglé pour les subventions aux investissements des communes. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que j'ai la chance de m'occuper de la totalité de vos dotations, mes chers collègues. Donc je regarde ce qui se passe et je peux dire qu'il n'y a rien à dire de particulier depuis que nous publions. Il y a 2 années maintenant que vous avez sur le site la publication. Est-ce que ça a rendu vertueux certains collègues ? Moi, je ne veux pas juger ça, mais je considère que les dérives dont on a pu entendre parler les uns ou les autres sont largement derrière nous. Donc, c'est publié, c'est traité d'une manière remarquable, je veux le dire et profiter de ce moment pour saluer la qualité des fonctionnaires qui, dans chacun des ministères, que ce soit à l'intérieur surtout, mais aux affaires étrangères, à la culture, à jeunesse et sport, aux affaires sociales, je veux saluer la qualité du travail fait et le réseau qui est installé pour faire qu'on puisse flécher correctement des dossiers, des petites sommes, soyons simples aussi, qui sont un peu cerises sur un gâteau pour un investissement communal, mais qui sont parfois plus utiles pour un petit équipement. Je dois dire que pour ce qui concerne le Sénat, 80%, les dotations sont fléchées vers les investissements des communes.
nos collègues français à l'étranger s'occupent très largement avec talent de ce qui se passe à l'étranger, et ça vient d'être dit. Donc, moi, je pense qu'il y a un respect des règles, il y a de la transparence. Aujourd'hui, nous sommes, au fond, dans la démocratie presque, et pour des sommes moyennes qui se retrouvent, j'ai fait le point, c'est entre 120, 130, 140 000 euros par parlementaire. Je pense que nous apportons des sommes dans nos territoires auprès de nos alliances françaises, de nos écoles. Je ne parlerai pas beaucoup, Madame la Présidente, donc je réclame un peu votre indulgence. Peut-être ça ne va pas fluidifier le débat, mais ça peut rendre service. Je crois qu'il faut trouver une méthode pour soutenir les projets, quelle qu'elle soit, et je compte, moi, sur le débat qui va s'en suivre pour veiller là-dessus. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Colomba, pour explication de vote. Bien, je souscris à tout ce qui a été dit, donc je ne le répéterai pas. Je voudrais simplement attirer l'attention sur le fait, c'est que, en fait, cette dotation est menacée depuis très longtemps. Dès lors qu'il faut faire des économies, ben on gratte de partout. Bon. Donc, c'est pour ça que, du côté de Bercy, on serait très intéressé à supprimer cette dotation, qui en plus et donc va être déclarée immorale. Mais vous savez comme moi comment fonctionnent les municipalités, comment fonctionnent les départements, les régions. Je trouve que la façon dont fonctionne l'attribution de la dotation parlementaire est beaucoup plus transparente. Bon. Donc, est-ce qu'il faut supprimer la possibilité pour les collectivités, les exécutifs des collectivités, de distribuer, donc revenir là-dessus, sous prétexte qu'il y a des abus ici ou là? Bon. Mais ce qui est le plus amusant, si je peux dire, dans cette affaire, ce sont les développements selon lesquels ça serait une atteinte à l'article 40. Ça, c'est grave, hein? Une atteinte à l'article 40, mais non, je veux dire, ça fait partie du budget, l'État est d'accord avec, enfin, etc. Alors, on va m'expliquer que les règles de ceci, de cela. Enfin, je vous conseille le rapport de notre collègue Marini sur l'article 40. Là, il n'y a plus rien qui échappe à l'article 40. Ensuite, alors, encore plus amusant, ce sont les développements de la Cour des comptes sur la LOLF. On tournerait la LOLF. C'est peut-être vrai, mais je dis si c'est vrai, c'est bienvenu. Parce que la LOLF est devenue une véritable entrave au développement de ce pays. Oui. Allez voir. Quand, par exemple, vous allez dans les territoires, vous voyez les services de l'État qui essayent de mutualiser leurs services, leurs moyens, enfin, etc. L'un l'agriculture, l'autre l'ex-équipement, etc. Eh bien, vous vous apercevez que les pauvres sous-préfets ont un mal impossible à le faire, parce que comment avoir une indemnité, les indemnités sont différentes, enfin, etc. On ne peut pas passer d'un budget à l'autre. Donc, cette façon pointilliste de distribuer les crédits aboutit à des blocages. Monsieur Bonhomme. Madame la ministre, Madame la Présidente, Monsieur le Président rapporteur, écoutez, c'est quand même un drôle de paradoxe que le gouvernement propose la suppression de la réserve parlementaire au moment où, après des années de nébulosité, parce que on a connu les années 80-90 des parlementaires qui découvraient tardivement ou partiellement le fonctionnement de la réserve parlementaire, avec effectivement, comme l'a rappelé la présidente de la commission des finances, des parties réservées ou des catégories réservées selon des montants qui n'étaient pas clairs, mais tout cela est terminé. Et c'est au moment où c'est de plus en plus clair, de plus en plus transparent, où il y a de plus en plus de régulation par elle-même, et notamment par la publication, parce que la publication a apporté des pratiques et des effets sur les pratiques tout à fait importants. Et c'est à ce moment-là, alors que les communes sortent de 3 ans, elles ont été essorées par la baisse des dotations de l'État, et notamment les communes rurales, enfin les petites communes, qu'elles vont avoir la double peine en supprimant purement et simplement le principe de la réserve parlementaire,
Et donc, voir encore une fois leur marge de manœuvre et particulièrement d'investissement encore réduite. Alors que la réserve parlementaire avait au moins cette vocation, compte tenu des sommes peu importantes malgré tout, c'était de financer des projets qui n'aboutissaient pas ou qui n'étaient pas bouclés. C'était des financements qui ne rentraient pas forcément dans les cases d'autres sources de financement, qui étaient aux interstices et qui finissent par aboutir. Et qui n'a pas connu, et que ça a été évoqué par notre collègue, les situations où les petites communes ont vraiment eu un bol d'oxygène par ce moyen-là. Et quant à un autre sujet concernant la réserve, c'est celui par rapport aux associations. Comme l'a dit notre collègue Masson, il y a eu des dérives. Il y a eu des dérives où ça a été détourné de sa fonction pour financer des associations dont l'objet était tout à fait sujet à caution et dont les pratiques l'étaient encore plus. Donc il ne faut pas confondre déjà les collectivités locales qui font l'objet d'une procédure de sélection tout à fait claire, avec une procédure claire, avec les associations où parfois le pire côtoie le meilleur. Mais il ne faudrait pas que sous couvert de corriger ici à la marge, on supprime la totalité du dispositif, ce qui serait bien dommageable pour les petites communes. Gattolin. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Moi, j'ai un avis un peu différent. J'ai des réserves sur la réserve. Alors, j'entends des choses et je pense que mon collègue Jean-Yves Lecomte a bien posé la question. C'est quoi la fonction de parlementaire? C'est de voter la loi, c'est de contrôler le gouvernement. Est-ce que c'est de distribuer des subventions ou des aides? Pour moi, ça pose une véritable question de fond sur la nature de ce que nous faisons. Je préférerais un gouvernement d'une manière générale, qui respecte un peu plus le travail parlementaire, la loi qui est votée, parce qu'il y a d'autres réserves. La réserve de précaution, ça nous amène à avoir des décrets d'avance dont nous discutons très rapidement, qui changent le cours du budget que nous avons voté. Que nous le changions en fonction des aléas, c'est important, mais très souvent, des textes et des choses qui sont votées font l'objet quand même de peu de respect. Alors, concentrons-nous sur notre métier. Alors j'entends bien, alors par contre l'argument de mon collègue Bonhomme, dire les collectivités territoriales c'est très bien, les associations c'est pas bien. Non, les collectivités locales, moi je trouve compliqué quand même, quand on est élu d'un département, de donner de l'argent, surtout dans les 2 années qui précèdent, à des municipalités où nous avons nos grands électeurs des subventions. Quelque part, c'est incompatible. Moi, quand je donne essentiellement à des associations et pas de mon département. Alors, il y a un vrai problème aujourd'hui sur le financement des associations. Il y a un abaissement aujourd'hui des subventions sur les associations d'utilité publique qui voient au fur et à mesure, depuis 3 ou 4 ans, leurs moyens diminuer. La réserve est utile, comme elle est utile aussi pour certaines collectivités. Mais trouvons un moyen qui ne soit pas, excusez-moi, même si elle est transparente, discrétionnaire. Je donne à telle association. Voyons ce que les préfets proposent comme aide et qu'il y ait un contrôle politique de cela. C'est-à-dire que les élus puissent donner leur point de vue. Ça me paraît plus juste. En tous les cas, pour conclure, je dis, moi, je crois que, quand on veut bien le faire, et j'ai essayé de bien le faire, c'est 2 mois de collaborateurs au minimum pour répartir équitablement, étudier les dossiers. Nous avons autre chose à faire. Nous avons à être présents en hémicycle et dans nos commissions, à contrôler. Je crois que c'est subsidiaire de la fonction parlementaire. Je vous remercie. Alors, mes chers collègues, vous êtes très nombreux encore à être inscrits. Nous devrons lever la séance à 13 h. De plus, Madame la Ministre voudra vous répondre. Donc, je suis désolée pour ceux qui ne pourront pas prendre la parole avant le déjeuner. Ils la prendront après. Donc, la parole est au président Berry-Debat. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission, Madame la Ministre. Je voudrais dire que je suis opposé, résolument opposé, à la disparition de la réserve parlementaire. Un certain nombre de collègues se sont exprimés avant moi et je voudrais être la voix, comme ils l'ont fait avant moi, des territoires ruraux, des départements ruraux. Je ne suis pas un élu parisien, je ne suis pas un élu des Français de l'étranger. Nous avons affaire, dans le département de la Dordogne, dont je suis le représentant, à 557 communes, dont la moitié font moins de 500 habitants et le tiers moins de 300 habitants. Et les petites communes, quand je les aide, pas de façon discriminatoire, sans tenir compte de l'étiquette politique des maires, en fonction des investissements qu'ils font.
quand on leur donne 2 000 €, et je prends le terme de 2 000 €, même 1 500 €, ils sont très heureux de le faire parce qu'ils ne peuvent pas financer un investissement à hauteur de 50% qui est de 30 000 € ou de 10 000 €. Donc je trouve qu'il y a une vraie réalité et une vraie utilité de continuer à disposer de la réserve parlementaire. Si nous la supprimons, pour les communes rurales et pour les départements ruraux qui sont quand même représentés dans cet hémicycle, eh bien, ce sera la fin pour ces communes de financement que nous leur apportons. Je voudrais également, aujourd'hui nous parlons de la suppression de la réserve ou de la dotation d'action parlementaire des parlementaires. Mais si nous devons le faire, mettons fin à la réserve ministérielle. Parce que quand vous nous parlez de l'obscurité, comment ça fonctionne, on ne le sait pas. Et nous nous retrouvons dans des départements où vous avez des aides qui tombent d'un ministre, d'une ministre, dans la plus parfaite opacité. Alors, si on veut balayer devant la porte, faisons-le de toutes les façons. Le dernier orateur sera donc Monsieur Dominati et les autres prendront la parole après le déjeuner. Et normalement, le premier qui prendrait la parole, ce serait Monsieur Pozzo di Borgo s'il est à l'heure à la reprise. Merci Madame la Présidente. Je souhaitais simplement dire à Madame la Ministre, Madame la Garde des Sceaux, que je considérais en tant que parlementaire, pour ma part, que cette réserve était un acte de confiance de l'exécutif vis-à-vis du Parlement et du législatif. Et que je l'ai toujours pratiqué comme cela. Et lorsque j'ai utilisé ma réserve parlementaire, je l'ai fait pour faire gagner du temps à l'exécutif sur des sujets qui me paraissaient importants, mais dont les montants étaient quand même mineurs sur le plan budgétaire et qui n'avaient rien à faire dans la discussion budgétaire. Apparemment, dans votre vision des choses, parce que je pense que nous aurons du mal à vous convaincre, cette confiance est rompue entre l'exécutif et le législatif. Et donc, il m'appartiendra en tant que parlementaire, pour l'avenir, pour continuer à jouer mon rôle, à déposer lors de la prochaine séance budgétaire une vingtaine ou une trentaine d'amendements, puisque c'était à peu près une vingtaine ou une trentaine de lignes chaque année que j'utilisais sur le budget de la réserve parlementaire pour promouvoir des actions dans le département dont je suis l'élu. Je profiterai de la prochaine séance budgétaire pour vous déposer une vingtaine ou une trentaine d'amendements de 2 minutes et demie chacune pour expliquer l'importance qu'il y a à développer telle subvention à telle association locale dans le département dont je suis l'élu ou tel investissement sur des biens d'équipement concernant qu'ils soient scolaires, sportifs. Et donc, ça sera une perte de temps. Ça sera une perte de temps pour votre collègue ministre du budget, une perte de temps. Et si chaque parlementaire fait comme moi, c'est-à-dire dépose à peu près une vingtaine ou une trentaine d'amendements de 2 minutes, il va falloir rallonger la séance budgétaire de nombreux jours parce que nous avons tous, avec conviction, à défendre l'intérêt de l'usage de cette réserve parlementaire. Conformément aux dispositions de la loi organique et de la loi du 23 juillet 2010 relative à l'application du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution, Monsieur le Premier ministre, par lettre en date du 13 juillet 2017, a demandé à Monsieur le Président du Sénat de lui faire connaître l'avis de la commission du Sénat compétente en matière de transport sur le projet de nomination de Madame Catherine Guylouard aux fonctions de président-directeur général de la RATP. Cette demande d'avis a été transmise à la commission de l'aménagement du territoire. Acte est donné de cette communication. J'informe par ailleurs le Sénat que le groupe Les Républicains a fait connaître à la présidence le nom du candidat qu'il propose pour remplacer en qualité de secrétaire du Sénat M. Christian Combon. La candidature de M. Jean-Paul Émorine a été publiée et la désignation aura lieu conformément à l'article 3 du règlement. Pourquoi ça tout de suite? Ah d'accord. Alors, il est là, M. Delcros? Oui, il est là-bas. Alors, la parole est à M. Bernard Delcros. Oui, merci, Monsieur le Président, pour une rectification de vote, alors qui concerne 2 scrutins. La première concerne le scrutin numéro 115 sur la demande de seconde délibération du projet de loi rétablissant la confiance dans l'action publique. Lors de ce scrutin, M. Hervé Maurey souhaitait voter contre. Il a été identifié comme votant pour.
Et le deuxième scrutin, c'est le numéro 117. Il concerne la sénatrice Anne-Catherine Loisier qui souhaitait voter pour alors qu'elle a été identifiée comme votant contre. Je vous remercie. Et Monsieur Delcros, acte est donné de votre mise au point. Elle sera publiée au journal officiel et figurera dans l'analyse politique du scrutin. La parole est à Yannick Botrel. Ah, d'accord. Ok. Je croyais que vous vouliez faire également une mise au point. Entendu. Alors, bien. Madame la ministre, Monsieur le Président et rapporteur, mes chers collègues, je voudrais faire le point de nos travaux. Comme vous le savez, la conférence des présidents a décidé que nous siégerions jusqu'à 16 heures, à la demande notamment de Monsieur le Président Guillaume. Et le Président du Sénat a envisagé avec le gouvernement la possibilité de siéger le cas échéant lundi à partir de 16 heures, comme Madame Isabelle Debré vous l'a dit ce matin, ou à partir de 18 heures. Donc la question que je voulais vous poser est la suivante. Pouvons-nous en terminer avant 16 heures? Je vous rappelle que 3 orateurs sont inscrits encore en parole et Madame la garde des Sceaux souhaite répondre. 22 amendements ont été déposés sur l'article 9 qui concerne le soutien financier aux communes, ce qui nous fait 1h30 de discussion. Il reste ensuite 10 amendements, 2 inscriptions de parole et les explications de vote. Il résulte de tout cela que nous ne pourrons vraisemblablement pas terminer à 16 heures, sauf si la discussion se déroule dans les meilleures conditions possibles, avec des paroles particulièrement concises. Et tout dépendra éventuellement du vote sur les amendements de suppression de l'article 9. C'est à vous donc de décider si nous pouvons terminer à 16 heures ou si nous devrions revenir lundi, soit à 16 heures, soit à 18 heures, pour terminer l'examen de ce texte. Alors, nous reprenons la discussion du projet de loi organique rétablissant la confiance de l'action publique. Et dans la discussion des articles, nous sommes parvenus aux paroles sur l'article 9. Sur l'article 9, j'ai Madame Gatel. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur de ce texte. La pression est forte sur le temps de concision, donc je vais m'efforcer de raccourcir mon propos. Je voudrais naturellement, à ce stade, évoquer les fonds de la réserve parlementaire. Et je tiens, comme beaucoup de collègues, à insister sur le fait que les fonds de la réserve parlementaire ne sauraient disparaître, alors même que nous évoquons des modifications de procédure pour introduire plus de transparence et de lisibilité. Je voudrais toutefois rappeler que le Sénat a, en l'espèce, fait preuve d'amélioration de ces procédures. Madame la ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois a parlé hier d'un accident de nuit qui se serait produit au Sénat, qui aurait eu pour conséquence de nous prononcer sur une incohérence en matière d'emplois familiaux entre les emplois familiaux ministériels et parlementaires. Nous avons corrigé cette sortie de route, si je puis dire, et donc, Madame la Ministre, je voudrais éviter que cet après-midi, il y ait un accident de jour, et je fais allusion à la différence de procédure qui est proposée dans l'article 9 sur le traitement ou sur la procédure des réserves ministérielles et des réserves parlementaires. La transparence devenant une religion d'État, je sais que le gouvernement aura à cœur de se l'appliquer, et c'est en cela, Madame la Ministre, que je m'étonne que la réserve ministérielle ne fasse l'objet que d'une communication a posteriori, ce qui veut dire que la règle de transparence ne me semble pas être appliquée dans sa plus grande cohérence. Je vous remercie. Madame Génisson. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président rapporteur. Je serai très brève et je ne veux faire de procès d'intention à quiconque. Il est vrai que la réserve parlementaire a connu des moments d'opacité, c'est évident. Mais aujourd'hui, grâce au règlement du Sénat, grâce à l'application de la Commission des finances et en particulier de sa présidente, la répartition de la réserve parlementaire est très transparente et très claire.
Je suis sénatrice du Pas-de-Calais, sénatrice d'un département qui compte plus de 700 communes rurales. Je peux vous dire que l'ensemble des sénateurs du Pas-de-Calais, tout engagement partisan confondu, répartit la réserve parlementaire de façon égalitaire en fonction des projets qui sont proposés. Et les projets qui sont proposés par les communes rurales, c'est par exemple l'achat de défibrillateurs pour équiper une salle de sport, équiper une salle des fêtes, enfin équiper les équipements collectifs d'un village. Et je ne pense pas que les services de l'État, sans évidemment les remettre en cause, mais peuvent s'attarder à monter des dossiers complexes pour ce type d'équipement. Donc, comme l'a dit Jean-Pierre Sueur tout à l'heure, évidemment, nous présenterons un amendement. Si cet amendement n'était pas voté, nous nous rallierons à la rédaction de Monsieur le Président rapporteur. Madame Chinichon, Monsieur Laménie. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Très rapidement, parce que je m'étais aussi dans la discussion générale modestement placé en défenseur de la réserve parlementaire, qu'on peut appeler aussi dotation d'action parlementaire, qui a réellement son utilité. Beaucoup de collègues se sont exprimés aussi avec beaucoup de passion, beaucoup de conviction et beaucoup de vérité, parce que je crois que c'est aussi le langage de vérité que nous nous devons de tenir. Et c'est vrai que sur le rapport concernant le projet de loi organique, et je crois que les quelques pages qui sont réservées à la réserve parlementaire sont tout à fait pédagogiques, et c'est bien indiqué que cela ne représente que 0,035% des dépenses au niveau de l'État, un peu plus de 53 millions en 2016 pour la réserve parlementaire attribuée par les sénatrices et sénateurs. Et je crois que ça a été mis en évidence par beaucoup d'entre nous, c'est que je dirais c'est aussi un soutien indispensable aux petites communes, aux petites collectivités locales qui ont peu de moyens financiers, il faut aussi le reconnaître. Et si on aide en moyenne, moi je prends dans mon département les Ardennes, 30 ou 35 dossiers, on essaye de mettre en priorité des petits dossiers qui n'ont pas d'autres subventions par ailleurs, puisqu'on peut aller à 50% du hors-taxe. Bon alors, ça peut aller de 1 000 euros à maxi 10 000 euros, et je crois que c'est aussi une aide substantielle qui est largement appréciée. Et de l'autre côté, si c'est supprimé, même s'il y a peut-être un système de remplacement à voir, comme le président rapporteur Philippe Bas l'avait évoqué. À ce niveau-là, il faut aussi rester prudent parce que, comme on dit, nous votons les parlementaires le budget de l'État comme le budget de la sécurité sociale. Et je crois que ça fait partie aussi de nos missions parce que parallèlement, la DETR qui est distribuée par les préfets et sous-préfets, là, c'est pas contrôlé, c'est à leur appréciation. Et nous, on n'a pas beaucoup de choses à dire. Donc, à ce niveau-là, il faut aussi faire le parallèle. Voilà, donc je dirais, vive la réserve parlementaire. Je vous remercie. Merci, Monsieur Botrel. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je ne vais pas reprendre la démonstration, ou mon propos de cette nuit, qui était un peu en anticipation sur le débat, mais je voudrais aller à l'essentiel, et en particulier sur les deux critiques fondamentales qui sont adressées à l'égard de la réserve parlementaire. Sur le clientélisme, d'abord, moi je considère qu'il s'agit d'un procès d'intention et d'un double affront. Affront aux parlementaires, on peut considérer que ça n'est pas très grave, mais particulièrement affront aux élus locaux dont on pourrait penser qu'ils se laissent conquérir par les parlementaires à travers cette réserve, ce qui, me semble-t-il, est injurieux. J'ajouterais d'ailleurs que, en toute hypothèse, il y a des parlementaires dans les départements de plusieurs obédiences politiques. Je vais parler des Côtes-d'Armor, département breton. Nous sommes 3 sénatrices, sénateurs. L'une est communiste, l'autre est au groupe Les Républicains, et quant à moi, je suis, nul n'étant parfait, socialiste. Donc, vous voyez, la pluralité de ce point de vue-là est également engagée. Sur l'utilité, le président Bas a rappelé hier soir que ça allait surtout vers des petits projets. Nous avons ici apporté la démonstration que les choses pouvaient être régulées, qu'on pouvait soutenir de petits projets communaux en direction des petites collectivités.
Donc il me semble que de ce point de vue-là, ce fonds est utile. D'autant que la DETR, et je prends l'exemple de mon département à nouveau, qui était de 9 millions en 2014, a été portée à 14 millions l'année suivante, ce à quoi s'est rajouté le fonds de soutien à l'investissement local. Donc pour soutenir les gros projets des collectivités, en termes d'investissement, un certain nombre de moyens ont été mis en place par le gouvernement précédent. Donc voilà, de ce côté-là, les choses ont été plutôt mieux financées. Il y a, me semble-t-il, désormais à soutenir les petits projets des petites collectivités. Et à cet égard, les sénatrices, sénateurs qui représentent au titre de cette Assemblée les collectivités territoriales, me semble-t-il, s'ils veulent conserver un rôle et une visibilité sur les territoires, eh bien, doivent pouvoir continuer à disposer, suivant les critères bien fixés désormais, en tous les cas éprouvés ici, du moyen de le faire. Merci. Et Monsieur Botrel, Madame Garriaud-Maylam. Oui, merci infiniment, Monsieur le Président. Je souhaitais intervenir pour m'étonner de l'inscription de cette mesure de suppression de la réserve parlementaire dans le projet de loi. Parce que très honnêtement, Madame la Ministre, ça me paraît presque un peu démagogique, puisqu'il aurait suffi au gouvernement de ne pas proposer d'amendement ouvrant des crédits au titre de la réserve parlementaire lors du vote de la prochaine loi de finances, comme l'a souligné le Conseil d'État. Et c'est vrai que c'est un débat parlementaire qui est d'autant plus bizarre qu'en vertu de l'article 40, tout amendement sur cette mesure est voué à l'irrecevabilité, sauf amendement de suppression pur et simple, ce qui n'est évidemment pas le meilleur moyen de promouvoir une relation constructive entre le Parlement et le gouvernement. Il me semble curieux également que, Madame la Ministre, vous ayez indiqué en audition que les arbitrages sur le fléchage de l'ancienne enveloppe de la DAP n'avaient pas été rendus, alors même que le texte est inscrit en procédure accélérée au Parlement. Alors, j'avais déposé un amendement, bien évidemment jugé, hélas, irrecevable, qui visait à flécher le contenu de cette ancienne réserve parlementaire des sénateurs et députés français de l'étranger vers un fonds pour la présence et le rayonnement français à l'étranger. Car, au-delà des abus auxquels il était indispensable de remédier, la réserve remplissait une fonction extrêmement utile, non seulement en France, bien sûr, en faveur des toutes petites collectivités essentiellement, mais aussi et surtout à l'étranger. Parce que vous le savez sans doute, Madame la Ministre, les budgets alloués par le Quai d'Orsay ne cessent de se réduire. Certains services publics à nos compatriotes reposent dorénavant largement sur des associations aujourd'hui, ou reposer sur la réserve, que ce soit pour l'accès à l'enseignement ou l'aide sociale. Pour les petites communes, il y a un engagement, certes flou, du gouvernement pour maintenir des financements, mais pour les Français de l'étranger, c'est le grand silence. Donc vraiment, Madame la Ministre, je voudrais vous le dire avec insistance, il ne faut pas oublier les Français de l'étranger qui sont les premiers acteurs et les artisans du rayonnement de notre pays à l'étranger, de notre rayonnement culturel, mais aussi économique. Merci. Donc j'aimerais que vous preniez peut-être un engagement. Alors, merci. Madame la Ministre a souhaité répondre aux différents orateurs. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous remercie de me donner la parole pour faire un point sur ce dossier qui vous et nous préoccupe. Je voudrais tout d'abord dire, par rapport à des propos que j'ai pu entendre ce matin, que le projet du gouvernement, qui consiste dans la suppression de la réserve parlementaire, ne constitue en aucun cas ni un acte de défiance. En effet, l'un d'entre vous ce matin a parlé de rupture de confiance. Je ne vois pas du tout en quoi cela constitue une rupture de confiance, c'est un changement de procédure, ni une marque d'antiparlementarisme, pour reprendre également un propos que j'ai pu entendre ce matin. Donc nous ne sommes pas du tout dans ce cadre-là. Nous sommes, et c'est ce que je voudrais juste expliquer à nouveau devant vous, nous sommes, je crois, dans le respect des missions données par la Constitution au Parlement.
Le Parlement, vous le savez évidemment mieux que moi, a par l'article 24 de la Constitution 3 fonctions. Il est chargé d'une part de voter la loi, d'autre part de contrôler le gouvernement et encore d'évaluer les politiques publiques. Il appartient à l'État et aux exécutifs locaux de conduire des politiques publiques par le biais d'un budget qui sera voté par le Parlement ou par l'Assemblée délibérante et qui se traduira par des dotations et des subventions. La raison pour laquelle le gouvernement souhaite la suppression de la réserve parlementaire, c'est tout simplement parce que cette réserve brouille les lignes constitutionnelles que je viens de rappeler devant vous. Et donc, alors, il y a eu un demi-siècle de brouillage. Donc, ah non, je ne suis pas du tout gênée. Non, je ne suis pas du tout gênée, Madame la sénatrice. Je vous expose une position. Je comprends que vous ne la partagiez pas, mais je vous expose une position. Toutefois, j'ai cru entendre quelques rumeurs de protestation par rapport à cette position sur les bancs de votre Assemblée. Et je le conçois évidemment fort bien, puisque vous êtes évidemment les représentants des territoires de notre pays, vous êtes porteurs bien entendu des préoccupations de nos concitoyens et je peux aussi entendre cela. C'est-à-dire que je sais faire la part entre le texte de la Constitution, dont je souhaite le respect, et les préoccupations dont vous pouvez être les porteurs. J'avais donc pris des engagements que je renouvelle devant vous, des engagements liés à la suppression de la réserve parlementaire. Je le redis devant vous, je m'engage et le gouvernement s'engage à ce que le montant attribué aux collectivités locales au titre de la réserve parlementaire, soit 86 millions d'euros, soit réorienté vers les territoires. Le gouvernement a proposé une piste. Je vous l'ai déjà dit, je la redis ici devant vous, cette piste consistait à utiliser à l'effet de réorienter les sommes dont nous parlons, la piste consistait à les réorienter vers des instruments qui existent et que vous connaissez, la DETR, ainsi que la DSIL. Donc, pardon ? Ah, mais je peux vous parler sans papier, ainsi vous n'accuserez pas mes papiers. Donc je vous disais que je m'étais engagée devant vous à réorienter pour leur montant ces sommes sur des instruments qui existent, DETR et DSIL. J'ai entendu également les imperfections que vous avez relevées dans ce système, puisque vous m'avez dit les uns et les autres que les parlementaires n'y étaient pas assez présents, et il y a même eu un certain nombre d'amendements pour y intégrer l'ensemble des parlementaires dans les commissions d'attribution, voire même pour décider de ces attributions à une majorité des 3/5. Je voudrais vous dire de ce point de vue-là que nous pouvons essayer de répondre à ces imperfections et que nous pouvons essayer de travailler pour mieux associer les parlementaires. J'ai entendu également l'existence d'une autre piste, c'est celle qui est proposée par la commission des lois. Votre commission des lois a adopté donc un autre schéma dont je dois dire qu'il est certainement très intéressant, mais en même temps, il ne faut pas se cacher la réalité. Le schéma qui est proposé par la commission des lois ne rompt pas complètement avec la pratique actuelle. Et c'est un euphémisme. Il ne rompt pas avec la pratique actuelle, puisqu'en réalité, il recrée une dotation, un fonds,
qui aboutit à peu près à la même situation que celle que le gouvernement entend supprimer, avec toutefois, et je le reconnais, des garanties procédurales et des critères qui sont affichés et qui sont clairement exposés, ainsi d'ailleurs que les obligations de publicité qui sont reprises dans l'amendement que propose la commission des lois. Et clairement, l'inscription dans la loi organique relative aux lois de finances d'un mécanisme qui est clairement défini constitue, à n'en pas douter, un progrès par rapport à la situation actuelle où la réserve parlementaire est un peu un non-dit budgétaire et juridique. Aujourd'hui, non mais je sais que c'est dans le budget, monsieur le sénateur. Alors, la dotation telle qu'elle est proposée par la commission des lois, la création, le système tel qu'il est proposé par la commission des lois, porte sur les territoires. Alors, je voudrais faire 3 observations de ce point de vue par rapport au système qui est proposé. D'une part, il me semble que, je l'ai dit, le mécanisme proposé constitue un progrès. Mais ne sont pas prises en compte dans ce système, d'une part, les questions relatives aux associations qui ont été soulevées à plusieurs reprises par vous-même et qui, j'imagine, seront également soulevées à l'Assemblée nationale, ne sont pas prises en compte également par ce dispositif, et Madame la sénatrice, vous venez d'en parler, la question des projets pour les Français de l'étranger, et il me semble également que ce projet qui évoque les territoires de manière générale pourrait peut-être également être un peu plus précis sur les finalités des dotations que l'on pourrait ainsi accorder. Je pense par exemple à des finalités transversales telles que l'accessibilité aux lieux et services publics ou d'autres projets transversaux. Donc, au bénéfice de ces observations, je crois, je tiens à le redire ici, à le redire au président Bas, il me semble vraiment que le travail que vous avez effectué constitue un progrès par rapport à la situation antérieure. Toutefois, j'ai le sentiment que nous avons encore besoin d'un peu de temps pour avancer dans l'écriture de ce texte et que le travail que le gouvernement sera amené à conduire avec l'Assemblée nationale nous permettra, sur la base de la piste que vous avez ouverte, d'avancer un petit peu plus avant. Et donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je pense qu'il y a là une ouverture sur laquelle, le moment venu, je pourrais sans doute m'appuyer. Je vous remercie, Monsieur le Président. Pardon. Merci, Madame la Ministre. Nous passons donc aux amendements sur l'article 9, commençant par 6 amendements identiques de suppression. Monsieur le Président. Oui, mes chers collègues, nous avons eu un long débat préliminaire. Vous êtes invité par le Président à présenter vos amendements de suppression. Je voudrais vous dire, en réalité, que les amendements de suppression de la disposition adoptée par la commission des lois ne recrée pas la réserve parlementaire, contrairement à ce que vous escomptez en les proposant. Car il y aurait le rétablissement du non-droit et il suffira à ce moment-là au gouvernement de donner 0 dans l'amendement de fin d'année qu'il a coutume de présenter pour nous permettre d'accéder au nom des communes rurales à ces crédits de la réserve parlementaire. Du coup, je vais vous dire à l'avance, et peut-être en tirerez-vous profit pour soit retirer vos amendements, soit être très bref dans leur présentation. Je vais vous dire à l'avance que je crois que nous nous mettrions dans un grand état de faiblesse en supprimant le texte de la Commission, car à ce moment-là, si nous n'adoptons pas le texte de la Commission des lois, le texte de loi que nous adopterons, j'espère, ce soir, sera transporté à l'Assemblée nationale avec une neutralité parfaite du Sénat et l'Assemblée nationale n'aura aucun guide pour rechercher un accord avec vous, avec nous tous. Et donc, si vous voulez nouer un dialogue dont je ne dis pas à l'avance qu'il pourrait aboutir, compte tenu de ce que vient de dire Madame la Ministre, qui malgré tout n'a pas complètement fermé la porte, si vous voulez réellement
que nous ayons un dialogue avec l'Assemblée nationale, il faut que la position que nous vous proposons de prendre, dont Madame la ministre vient de dire que c'était la piste sur la base de laquelle, je la cite exactement, le travail pourrait se poursuivre avec l'Assemblée nationale, soit bien dans le texte. Et donc, je vous supplie, compte tenu de l'heure avancée et de ces explications que je vous donne, de retirer vos amendements avant même de les présenter, et si vous les présentez, d'être aussi bref que possible. Je vous en remercie. Merci. Bien. J'espère que vous serez attentifs aux supplications de Monsieur Sueur. C'est pour un rappel au règlement? Non? Alors attendez que nous passons aux amendements. Pardon? Président, ayant entendu ce qu'a dit Monsieur le Président, je voulais dire que nous retirions l'amendement numéro 36. Je vais les égrener de toute façon. Merci. Et qu'on devrait les retirer, en effet, pour la raison dite par le Président. Alors, nous allons tous les passer en revue, voir s'ils sont retirés. Le 17, de toute façon, n'est pas défendu. Le 30 n'est pas défendu. Le 36 est retiré, Monsieur Sueur. Merci. Le 41, Monsieur Duvernois, il est retiré. Le 68, Monsieur Doliger, il est retiré. Et le 80 n'est pas défendu. Donc, ils sont soit non défendus, soit retirés. Et nous en arrivons au 71, l'amendement du gouvernement. Vous avez la parole, Madame la ministre. Monsieur le Président, je ne vais pas aller au-delà. Je maintiens mon amendement, mais dans les conditions que mon propos liminaire vous a présentées, c'est-à-dire avec une ouverture d'esprit. Merci. Alors, il est en discussion commune avec le 14 rectifié. Monsieur Cabanel. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Donc, je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit très brillamment par tous mes collègues, mais je comprends effectivement que ça puisse poser des questions, notamment sur le clientélisme, même si il a été défini par les uns et les autres qu'il n'y avait pas, puisqu'il y avait beaucoup de transparence. Mais pour autant, je propose, moi, donc, car il est important que cette réserve reste dans les territoires, je propose de la maintenir, mais avec donc une proposition d'un jury d'élus, de citoyens, de chefs d'entreprise qui puissent délibérer sur des projets d'investissement sur les communes, et ainsi serait donc effacée la suspicion donc du clientélisme électoral. Je vais vous donner juste un exemple. Vendredi dernier, j'étais invité à une inauguration par un maire d'un petit hameau, d'une commune de 267 habitants. Leur projet, c'était de refaire une petite place d'un coût de 66 000 €. Et la réserve parlementaire que j'ai apportée leur a permis de pouvoir réaliser cet investissement puisqu'elle était à hauteur de 20 %. Donc c'est pour vous souligner que sur des petites communes qui n'ont que de petits budgets, il est important de conserver cette réserve parlementaire. Merci. Alors, le 83, le suivant n'est pas défendu. Et nous en sommes au 84. Monsieur Colomba, vous avez la parole. Le 84. Il s'agit donc de maintenir, bien sûr, la dotation et de la centrer sur l'investissement des communes et sur les associations en limitant le volume des fonds qui peuvent être attribués. Merci. Monsieur le rapporteur, quel est votre avis sur les trois amendements qui raison que j'ai énoncée de manière générale, je souhaite que l'on s'en tienne au texte de la Commission et qu'on puisse aller le plus vite possible vers le vote sur ce point. Favorable. Madame la ministre. Défavorable également pour des raisons que je ne réexplique pas. Sauf pour le vôtre. Sauf pour le vôtre. Oui. Merci. Alors, je vais les mettre aux voix. Monsieur Colomba. Un mot quand même, je vais retirer cet amendement conformément à la demande de notre rapporteur. Simplement, je voudrais dire deux choses. Première chose, le respect de la Constitution. Madame la ministre, le gouvernement détermine et conduit la politique du de l'État, de la nation. Je veux bien croire qu'il la conduise. Il ne me ferait jamais croire qu'il la détermine. C'est pas lui, c'est le président de la République. Donc, n'essayons pas de jouer sur ce terrain-là. Bon. Ensuite, on sait très bien ce que ça va devenir que les fonds qui reviendront à la DETR. Ils disparaîtront.
Ils s'évanouiront, s'évaporeront, on ne saura jamais où ils sont. Ça fait partie effectivement de la grande lessive qui fait qu'on prend progressivement les fonds, les ressources financières dont les communes peuvent bénéficier. Voilà comment ça va se terminer. Monsieur Savary. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, il y a des territoires quand même, et des territoires qui ont un certain nombre de difficultés. D'ailleurs, le constat qui a été fait par votre gouvernement, c'est qu'il y a une véritable inégalité des territoires entre les zones métropolitaines et les zones rurales. Et une des façons de rééquilibrer les choses, c'est vraiment d'être attentif à ce qui se passe en monde rural. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner plus de pouvoir au préfet pour régler la DETR. Parce que, attention, hein, vous savez comment ça se passe sur le territoire. Vous savez bien comment ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a des orientations qui sont données. Et ensuite, qui sont données par le gouvernement d'ailleurs. Et ensuite, c'est à la discrétion de monsieur le préfet. D'ailleurs, les maires nous racontent que quand ils veulent une subvention, alors chez moi, en dessous de, je ne sais plus le montant en tête, ça doit être 150 000 €, c'est au bon vouloir du sous-préfet. Donc on va voir monsieur le sous-préfet et on peut éventuellement avoir une... Si on ne va pas le voir, c'est sûr, on n'a rien. Si on va le voir, peut-être que... Voilà. Donc je ne mets pas en cause ce système, puisque les sous-préfets, les préfets connaissent bien les territoires, ils sont à côté des élus. Donc que mon propos soit clair, je ne remets pas en cause le rôle des préfets qui est tout à fait important. Ils sont très attachés à leur territoire. Sauf que vous déshabillez les élus pour donner plus de pouvoir à l'administration. Soyons attentifs, Madame la Ministre. Je suis déjà intervenu pour vous dire, hier ou la nuit d'avant-hier, pour vous dire que vous faisiez fausse route par rapport au territoire. Pourquoi ? Parce que c'est de l'argent en moins au territoire et des services en moins, puisque dans l'ensemble des lois que nous sommes en train de prendre au titre de la moralisation, je rappelle que IRFM surjustificatif des emplois supplémentaires, haute autorité des emplois supplémentaires au détriment des territoires, parce que sur les territoires, on reprend des emplois, non-cumul des mandats, coûts supplémentaires importants pour l'ensemble des collectivités. Donc on voit bien que la charge de fonctionnement s'alourdit, pendant que les actions de soutien au territoire s'appauvrissent. C'est la raison pour laquelle il faut être attentif particulièrement à ce dispositif. Donc on va rejoindre ce qui est proposé par la Commission, sauf que quelque part, le parlementaire, il va devenir un jour ou l'autre hors sol et on n'aura rien gagné sur le plan de la démocratie. Merci. Bien, alors, je mets aux voix l'amendement 71 du gouvernement avec un avis défavorable de la Commission. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'amendement 14 rectifié de M. Cabanel avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Nous passons à 7 amendements en discussion commune. Le 82, M. Colomba. Vous présentez peut-être les deux, le 82 et le 81? Ils sont à la suite. Et, enfin, pour les mêmes raisons, je me rallierai donc à l'amendement à la rédaction donc du texte et donc je les retire. Alors le 82 et le 81 sont retirés. Le 37 rectifié, qui le présente? Madame Conway-Mouret, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président rapporteur, mes chers collègues. Alors, cet amendement a pour objectif d'élargir les bénéficiaires de la nouvelle dotation parlementaire introduite par l'article 9, en partant bien sûr du principe que c'est le texte de la Commission qui est retenu. En effet, ce texte prévoit un dispositif de soutien à l'investissement des communes et des groupements de communes et de fait ne sont pas inclus les organismes qui, hors de l'Hexagone, sollicitent les sénateurs représentant les Français établis hors de France pour soutenir financièrement des projets d'intérêt général. Alors il peut s'agir, comme cela a déjà été dit plus tôt par mon collègue Jean-Yves Lecomte, d'investissements en livres, en matériel, pour des créations et d'ouverture de salles de classe dans des alliances françaises, instituts français, ou encore aider des associations d'entraide et de solidarité. À chaque fois, ce sont des sommes très modiques, mais qui servent souvent de levier et agissent un petit peu comme une caution morale pour avoir d'autres aides financières. Alors en France,
Nous avons un maillage administratif qui permet d'identifier les besoins et de trouver différents moyens peut-être d'y répondre. À l'étranger, malheureusement, nous n'avons que des consulats qui représentent l'administration française et qui ne disposent pas de crédits pour répondre à ces demandes. Les seuls crédits étant des crédits d'aide à la personne qui sont sous forme de bourses scolaires ou d'aide sociale. Donc il convient pour nous de maintenir la possibilité pour les parlementaires d'aider ces organismes de toute nature qui œuvrent en faveur du rayonnement de notre pays à l'étranger. C'est pourquoi je vous propose, avec mes collègues du groupe socialiste et républicain, d'adopter cet amendement. Et alors, le 52 n'est pas défendu, le 11 n'est pas défendu. Nous en arrivons au 58. Monsieur Bonhomme, vous avez la parole. Je me range à la position du président de la commission et de la commission. Il est retiré. Il est retiré. Monsieur le Président. Je vous remercie de votre esprit de coopération, mes chers collègues, mais je vais moi-même porter atteinte à la règle que je vous ai demandé de respecter. De toute façon, nous avons l'amendement de Mme Conway qui reste en discussion et la commission des lois a donné un avis favorable à l'amendement de Mme de Romédy. Elle n'est pas là pour le défendre, je le reprends et je demande à Mme Conway de bien vouloir retirer son amendement. L'amendement de Mme de Romédy va dans le même sens, de même que celui qu'avait déposé notre collègue Mme Garriaud-Maylam, qui n'a pas pu être retenu pour des raisons juridiques et je le déplore. Mais je crois qu'effectivement, l'Assemblée que nous sommes ne peut pas laisser complètement à l'écart les Français de l'étranger. C'est juste cette petite disposition qui viendrait s'ajouter au dispositif que je vous propose. Tout le reste, avis défavorable et demande de retrait des autres amendements concernant les Français de l'étranger. Merci, Monsieur le Président. Donc, l'amendement de Mme Desromédy, repris par la Commission, a maintenant le numéro 91. Madame Conway-Mouret, vous maintenez le vôtre? Parfait. Alors, la Commission a donné son avis, défavorable sur celui de Madame Conway-Mouret et favorable à celui de Madame Desromédy, pardon. Madame la Ministre? Monsieur le Président, je donne un avis défavorable pour ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire en raison de la circonstance particulière dans laquelle nous sommes. Parfait. Donc, je mets aux voix l'amendement 37 avec deux avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'amendement 53 avec un avis favorable de la Commission et défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous passons à l'amendement 26. Monsieur Delcros, c'est à vous. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais, juste avant d'évoquer cet amendement, rappeler très rapidement que durant toutes ces semaines, avec ce débat qu'on a laissé s'installer au sujet de la réserve parlementaire, on a finalement laissé peu à peu s'installer dans l'opinion publique une idée complètement fausse. Et je veux rappeler rapidement à mon tour que la réserve parlementaire, c'est une subvention d'État qui est fléchée par les parlementaires vers un projet d'intérêt général, avec un dossier qui est instruit par l'État et une subvention qui est versée par l'État. Et donc, je voudrais dire que je suis tout à fait favorable, personnellement, à la proposition de la Commission, et je remercie la Commission d'avoir fait cette proposition, qui permet de conserver le dispositif tout en l'encadrant davantage. Et puis, une dernière chose, Madame la Ministre, s'il existe un argument, un seul, qui plaide en faveur du maintien de la réserve ministérielle et de la suppression de la réserve parlementaire, ça m'intéresserait vraiment de le connaître. Sur l'amendement que je propose, donc je suis d'accord évidemment avec cette proposition de la Commission des lois, les différents critères qui sont expliqués, à l'exception d'un critère qui est le fait que les investissements ou les actions doivent présenter un caractère exceptionnel. Alors, caractère exceptionnel, ça laisse la voie ouverte à tout un tas d'interprétations. Et puis, il y a des dépenses dans des petites communes rurales qui ne sont pas exceptionnelles, qui sont tout simplement, par exemple, en montagne, l'achat d'un véhicule, d'un engin de déneigement, qui sont des travaux importants de voirie communale ou de rénovation d'un logement, qui ne sont pas exceptionnels, qui en même temps méritent d'être aidés au titre de la réserve parlementaire. Donc, je propose de remplacer l'expression caractère exceptionnel par « il ne présente pas un caractère permanent ». C'est tout simple. Ça veut dire que je peux financer l'engin de déneigement, mais je ne vais pas financer le coût annuel du déneigement. Ça me paraît plus ciblé. Merci. Alors, nous avons le 39 identique. Monsieur Sueur? Ou quelqu'un d'autre? Il est identique, hein? Il est défendu? Parfait. Et
Le 54 rectifié, identique également. Il est défendu, Madame Garriaud-Maylam? Il est défendu? Parfait, il est défendu. Monsieur le rapporteur? Favorable. Madame la ministre? Défavorable. Donc, je mets aux voix ces 3 amendements identiques avec un avis favorable de la commission et défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont adoptés. L'amendement 45 n'est pas défendu. Et nous en sommes au dernier, au 76. Monsieur Gremillet, c'est à vous. Oui, merci, Président. Madame la ministre, Monsieur le Président rapporteur, mes chers collègues, je vais être très bref. Cet amendement a pour simple volonté de préciser, je me rattache complètement à la proposition de notre Président rapporteur sur ce dossier, et cet amendement a pour objectif de préciser simplement les conditions de répartition territoriale, ce qui paraissait pour moi essentiel. C'était uniquement une précision. Merci, Monsieur le rapporteur. Chers collègues, je comprends bien votre intention, mais en réalité, ça relève du bureau. Et donc, je crois qu'il faut, pour préserver l'autonomie de notre Assemblée, qu'on ne mette pas ça dans la loi. Si vous vouliez bien le retirer. Favorable. Monsieur Gremillet. Oui, Monsieur le Président, les précisions qui viennent de m'être apportées m'apportent satisfaction, dès lors qu'effectivement qu'on est dans cette logique. Merci, Président. Retiré. Parfait. Et il nous reste à voter l'article 9. Qui est pour l'article 9? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Passons à l'article 9 bis. Madame la Présidente Assassi m'a demandé la parole. Vous l'avez? Oui, je vais faire vite, puisque beaucoup de choses ont déjà été dites sur la réserve ministérielle. Je voulais simplement préciser que, pour notre part, nous estimons qu'elle doit pour le moins faire l'objet d'une transparence accrue. Voilà, et il ne me semble pas que, telle qu'elle a été proposée par le gouvernement, nous en soyons à ce stade d'une transparence qui, me semble-t-il, est demandée par toutes et par tous ici. Merci, Madame la Présidente. Alors, nous passons au 18 rectifié. Monsieur Delcros, vous avez la parole. Pardon, je suis co-signataire, exact, oui. Ça rejoint la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Ou bien on estime que la réserve parlementaire peut être maintenue, et j'ai bien entendu votre ouverture, Madame la Ministre, ou ça n'est pas le cas, et dans ce cas-là, il n'y a aucune raison de maintenir la réserve ministérielle. Et encore une fois, je répète ma question, s'il y a un seul argument qui justifie qu'on maintienne la réserve ministérielle et qu'on ne maintienne pas la réserve parlementaire, il faut me le donner. Merci. Alors, Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues, faisons pour le gouvernement ce que nous faisons pour le Parlement. Or, nous refusons la suppression de la réserve parlementaire sans reconstituer une forme de dotation de l'État qui pourrait financer des projets qui seraient soumis à l'État par les parlementaires. Nous pourrions peut-être nous entendre pour que cette réserve ministérielle, qui est pour les membres du gouvernement et en particulier pour le Premier ministre une souplesse, fasse l'objet de garanties de transparence et de publicité plutôt que de demander purement et simplement sa suppression. Parce que nous serons plus forts pour dire au gouvernement que nous voulons maintenir un système de financement pour les communes rurales avec fléchage par les parlementaires symétriquement, si nous demandons qu'il y ait la même transparence, les mêmes règles, les mêmes critères pour la réserve ministérielle. C'est ce que nous avons mis dans le texte de la Commission. C'est la raison pour laquelle, bien que poursuivant le même objectif que vous, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. Madame la ministre, vous êtes défavorable, j'imagine, par définition? Non, pas par définition, Monsieur le Président. Compte tenu du libellé de l'amendement. J'y suis défavorable, effectivement, mais par un raisonnement extrêmement logique. Je prends vraiment 2 minutes pour vous exposer ce raisonnement en remerciant le président Bas de son propos. Effectivement, nous sommes défavorables à la suppression de la réserve ministérielle
pour 5 raisons. Vous en souhaitiez une, monsieur le sénateur, je vous en donne 5. D'abord, la réserve ministérielle sert à subventionner des dossiers d'investissement des collectivités locales qui sont liés à des dépenses exceptionnelles, ce qui est, me semble-t-il, utile. Ensuite, deuxième argument, son montant est très modeste, 5 millions d'euros contre 19 millions en 2013. Ensuite, elle relève de la procédure budgétaire de droit commun. Comme la réserve parlementaire. Quatrième argument, à titre principal, ces crédits sont inscrits en projet de loi de finances au sein de la mission Relations avec les collectivités territoriales sur le programme 122 Concours spécifiques et administration. Et enfin, cinquième élément, la procédure d'instruction est claire et elle suit les règles qui sont fixées par un décret du 16 décembre 1999 relative aux subventions de l'État pour les projets d'établissement. Voilà la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable au présent amendement. Merci. Monsieur Delcros, vous le retirez ou vous le maintenez? Alors, d'abord, juste, sans vouloir vraiment polémiquer là-dessus, mais en toute je sais pas comment dire, en toute gentillesse, j'ai envie de dire que les 5 raisons qui sont données sont des 5 raisons qui s'appliquent également à la réserve parlementaire. Et moi, je ne voulais pas 5 raisons qui s'appliquent à la réserve parlementaire, je voulais une bonne raison qui justifiait cette différence de traitement. Ceci étant dit, et pour faciliter l'ouverture du gouvernement vers la proposition de la commission des lois, et je veux vraiment saluer la proposition de la commission des lois, qui me paraît une proposition vraiment, je ne sais pas comment dire, équilibrée, qui tient compte de la situation réelle et de tous ces débats qu'on a eus, qui tient compte de la réalité des choses, tout en préservant un outil qui est important, on ne va pas y revenir, on l'a déjà dit, qui est important pour les territoires et notamment pour les communes les plus petites. Évidemment, je retire mon amendement, mais c'est vraiment dans l'objectif d'une vraie ouverture du gouvernement vers la proposition de la commission des lois. Je vous remercie. Très bien, il est retiré. Nous passons au 38. Qui le défend? Ça peut être Monsieur Lecomte ou Monsieur Van Dieren, donc. Lequel des deux? Ou alors il est défendu? Il est défendu. Monsieur le rapporteur, nous en sommes au 38. Sagesse. Voilà. Le 38. Ah, sagesse, je n'avais pas entendu, excusez-moi. Madame la ministre? Défavorable, Monsieur le Président. Défavorable. Pas d'explication de vote. Je le mets aux voix avec... Madame Gatel. Madame Gatel. Ah, Madame Gatel. Monsieur le Président, moi je veux aussi saluer le travail qui a été effectué par la Commission des lois et Philippe Bas pour garder ces fonds à l'intention des communes et se mettre d'accord sur une procédure qui peut donner plus de transparence. Mais Madame la Ministre, avec tout le respect que je vous dois, tout à l'heure, je suis intervenue pour demander pourquoi cette religion nationale de la transparence ne bénéficierait pas au gouvernement. Et que moi, je vous avoue, Madame la Ministre, encore une fois, je ne doute pas de votre bonne foi, mais je suis profondément gênée de l'incohérence que nous accepterions ici en votant soit la suppression de la réserve ministérielle ou en tout cas un dispositif particulier de la réserve ministérielle qui soustrairait les ministres à l'obligation de clarté, de transparence et de non-clientélisme. Donc moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Il ne serait pas acceptable que les parlementaires feraient l'objet d'une défiance si grande qu'on inventerait pour eux une procédure particulière alors qu'ils sont élus et qu'ils ont des comptes à rendre à la nation et qu'on ne l'appliquerait pas à des ministres, aussi éminents soient-ils, qui sont nommés et non élus. Donc je remercie le président Bas de sa volonté de ramener Madame la ministre à ce souci de cohérence qu'elle a eu tout au long de nos discussions, mais qu'elle semble un peu oublier cet après-midi. Je vous remercie. Si, alors, je mets aux voix l'amendement 38 avec une position de sagesse de la Commission et un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah.
Hein, il va falloir compter là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10. Oh bon, oui, c'est bon, il passe. Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 9 bis, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. À l'article 9 ter, nous avons un amendement de la commission, le 89, monsieur le rapporteur. Oui, c'est un amendement de coordination. Ça permet d'appliquer les nouvelles modalités du droit de communication exercé par la haute autorité aux membres du Conseil supérieur de la magistrature. Amendement donc de pure coordination. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le Président, je suis défavorable pour une raison de cohérence avec la position que nous allons adopter que je vais vous proposer tout à l'heure sur l'article 9 quater. Parfait. Donc, je le mets aux voix. Amendement de la Commission avec un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 9 ter. Qui est pour? Pardon? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous passons au 9 quater avec un amendement 72 du gouvernement. Madame la ministre, vous avez la parole. Nous en sommes au 9 quater. Oui, exactement. Nous avons, Monsieur le Président, nous avons eu le débat hier. Nous avions aussi proposé cette rédaction en loi ordinaire et le Sénat ne l'a pas adoptée. Donc, voilà, on l'a défendu simplement. Monsieur le rapporteur, défavorable? Le Sénat doit maintenir la position qu'il a adoptée cette nuit, c'est-à-dire qu'il a été défavorable dans la loi simple, il doit être défavorable dans la loi organique. Très bien. Alors, je le mets aux voix. Amendement du gouvernement avec un avis défavorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Donc, la rédaction du 9 quater reste identique. Je le mets aux voix. Le 9 quater, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 79 rectifié n'est pas défendu. Ah, pardon. Si. Excusez-moi. Il peut être défendu. Monsieur Delcros, Madame Gatel. Oui, j'avais pas vu qu'il y avait des membres. Oui. Président, pour objet, toujours dans ce souci d'équité, de transparence, de soumettre les membres du Conseil économique, social et environnemental aux mêmes obligations déclaratives à la HATVP que les parlementaires. Monsieur le rapporteur. Oui, je n'imagine pas les cas dans lesquels les membres du Conseil économique, social et environnemental pourraient être exposés au moindre risque de corruption compte tenu des compétences de cette Assemblée. Mais je voudrais dire néanmoins que je suis favorable à cet amendement qui ne fait de tort à personne. Madame la ministre. Monsieur le Président, je suis défavorable à cet amendement en raison de la prochaine révision constitutionnelle qui devrait modifier la nomination, la composition et le fonctionnement du CESE. Parfait. Alors, je le mets aux voix avec un avis favorable de la Commission et défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous passons à l'article 10 avec un amendement 73 du gouvernement. Madame la ministre. Il est défendu, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur? Défavorable. Défavorable. Je le mets aux voix avec un avis défavorable de la Commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Et je mets aux voix l'article 10. Qui est pour l'article 10? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 11. Même vote. Même vote. Il est adopté. L'article 12. Nous avons un amendement 9, Monsieur Bonhomme. Monsieur Bonhomme. Alors, y a-t-il un signataire dans l'hémicycle qu'il se manifeste? Il n'y en a pas. Donc, il n'est pas défendu. Et je mets aux voix l'article 12. Qui est pour l'article 12? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 12 est adopté. Je mets aux voix les articles 13 et 14. Même vote. Même vote. Ils sont adoptés. Et nous passons à l'intitulé du projet de loi organique avec l'amendement du gouvernement, le 74. Défendu, Monsieur le Président. Défendu. Le 69, il n'est pas défendu. Et le 12, Monsieur Cabanel. Retiré. Retiré. Donc il ne reste que celui du gouvernement, le 74, Monsieur le... Défavorable. Défavorable. Je le mets aux voix avec un avis défavorable
du gouvernement qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Bien. Nous allons finir en avance. Alors, je vais donc mettre aux voix l'ensemble du projet de loi organique. Y a-t-il des explications de vote? Alors, Madame la Présidente Assassi. C'est bien, il nous reste un peu de temps, donc nous pouvons... Oui. Il reste une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure. C'est parfait. Madame la Présidente, vous avez droit à 2 minutes 30. Oh oui, pardon. Merci, Monsieur le Président. Alors, je l'ai déjà dit dans mon intervention générale, ces deux textes ordinaires et organiques comportent des aspects positifs, j'y insiste, encadrement de la réserve parlementaire, suppression des emplois familiaux, amélioration du statut des collaborateurs parlementaires, réflexion sur l'accès au financement des candidats et partis politiques. Mais ne sont pas abordés des points essentiels qui expliquent la perte de confiance de nos concitoyens dans le système politique. Ils auraient... Oui, mais enfin là, je ne suis pas sûre que ce fût le sujet de ce texte. Il aurait pu l'être, mais le couperet, Monsieur le Président, le couperet de l'irrecevabilité est tombé sur un certain nombre de nos amendements qui portaient sur des points ayant de toute évidence un lien direct, comme l'exige l'article 45 de la Constitution, avec les projets de loi ordinaires et organiques. Restaurer la confiance, c'est aussi permettre le débat. Moraliser les rapports entre médias politiques et argent n'a-t-il aucun lien avec le rétablissement de la confiance de nos concitoyens dans la vie publique? Améliorer la représentativité des parlementaires en instaurant la proportionnelle n'a-t-il aucun lien avec le rétablissement de la confiance dans l'action politique? Cesser le balai incessant, voire indécent, des sondages organisés par des entreprises et officines en lieu et non de la politique et de l'argent n'a-t-il aucun lien avec le rétablissement de la confiance? Et encore, Madame la Ministre, nous ne nous sommes pas attaqués à la moralisation de l'économie et à l'absence d'intervention de la puissance publique pour rappeler à l'ordre le monde de l'argent qui piétine l'intérêt général en permanence. Ces projets de loi ont un double objectif, tenter de répondre au ras-le-bol de nos concitoyens tout en ne touchant pas à cette question de fond, l'intrusion massive de l'argent dans la politique. C'est pourquoi, malgré l'adoption de 3 de nos amendements, suppression du verrou de Bercy, inscription contre l'avis du gouvernement de l'abus de biens social comme motif d'inéligibilité et accès au concours interne de la fonction publique pour les collaborateurs parlementaires. Et malgré, je voudrais insister aussi là-dessus, l'intéressant travail du président rapporteur de la commission des lois, M. Bas, nous nous abstiendrons sur un texte qui apporte quelques évolutions positives, mais qui s'apparente à une goutte d'eau dans un océan envahi par l'argent qui corrompt. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Labbé. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, c'est toujours plus au nom du groupe parce qu'il n'y en a plus, mais c'est en tant qu'écologiste non inscrit que j'interviens. Nous avons conduit avec notre collègue Henri Cabanel sur ce projet de loi une consultation citoyenne qui est d'ores et déjà un succès et qui va se poursuivre lors de la discussion à l'Assemblée nationale. Actuellement, la consultation rassemble 945 citoyens, totalisant 961 contributions et 7 882 votes. Le débat y est riche et nos concitoyens sont très attentifs. Il est impératif qu'ils comprennent mieux notre travail et qu'ils puissent y contribuer. C'est essentiel dans cette œuvre de reconnexion démocratique. Nous avons voté un certain nombre d'améliorations au projet de loi du gouvernement et moi également, je salue le travail du président de la commission des lois, M. Philippe Bas, pour tenter avec le gouvernement, parce qu'il s'agit de co-construire, faire en sorte qu'on puisse avancer dans ces domaines. Par contre, un certain nombre, je ne vais pas les énumérer de nouveau, mais un certain nombre de nos amendements ont été déclarés cavaliers pour des raisons qui, selon nous, ne tiennent pas. Pour la modification du règlement du Sénat, dans les temps qui viennent, je confirme que je proposerai la suppression du scrutin public. On l'a encore subi de nombreuses fois lors de cette séance. Parmi les arguments qui nous étaient donnés hier, oui, mais l'avantage du scrutin public, c'est qu'il est nominatif. Mais si on passe
au scrutin électronique, tous les scrutins seront nominatifs, mais y compris ceux qui ne seront pas là ne voteront pas. Ils assumeront le fait de n'être pas là. Là aussi, il s'agit de transparence. Et puis, je ne vais pas refaire... J'ai trouvé mon collègue Jean Desessard excellent hier concernant le rappel à l'article 27 de la Constitution. Donc, on s'appuiera là-dessus pour étayer notre demande. Nous ferons également des propositions concrètes pour la création d'un véritable droit d'amendement citoyen. Avec Henri Cabanel, on l'a aussi perçu, cela, la demande citoyenne de pouvoir être entendu d'une façon extrêmement cadrée. Mais je crois qu'il faut que l'on avance vers là. Ah oui, faut conclure, le temps, excusez-moi. Je conclus en disant que pour ma part, à titre personnel maintenant, je veux rester positif en se disant que les débats vont continuer à l'Assemblée nationale et j'espère positivement et pas avec une majorité bloquée, de telle sorte que via la CMP, on puisse arriver à un texte qui corresponde aux attentes de nos concitoyens. Merci. Monsieur Savary. Merci, Monsieur le Président. Oui, j'ai quelques mots juste pour traduire un peu ma déception, parce que, Madame la Ministre, vous avez dit les choses avec le sourire, et je vous en remercie. C'est toujours agréable. Mais, vous voyez, vos argumentaires n'ont pas changé par rapport à ce qu'on connaît depuis un certain nombre d'années. J'ai l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures. On le voit à travers les arguments pour le CSR ou la réserve ministérielle. Sont les mêmes que vous utilisez pour conserver l'existant et que vous utilisez pour détruire ou transformer, en tout cas, détruire, le terme est un peu fort, mais en tout cas, transformer ce qui concerne les parlementaires. Et donc, ma déception vient du fait qu'on a l'impression que les traitements ne sont pas identiques, les arguments sont différents pour des problèmes qui concernent directement la confiance en nos concitoyens. Et ce nouveau gouvernement qui a amené quand même une certaine révolution, entre guillemets, par rapport à ce qu'on connaît, devrait, me semble-t-il, montrer l'exemple à travers les pratiques que l'on connaît depuis des années et qui, semble-t-il, sont largement dénoncées par nos concitoyens, en tout cas par les médias. Et pour dénoncer ces pratiques, il faut peut-être revenir aussi en arrière parfois, mais en tout cas montrer l'exemple. Et je pense qu'en ce qui concerne notamment la réserve ministérielle, j'ai été très déçu par les arguments que vous avez été amené à formuler. Et je ne suis pas sûr que finalement cette loi qui doit rétablir la confiance arrive réellement au but légitime de départ que l'on partage tous, parce que nous sommes bien conscients, nous sur le terrain, qu'il faut effectivement recréer un lien nouveau. Donc j'espère qu'au fil du temps, nous aurons davantage d'arguments qui nous permettront d'aller dans un meilleur sens de réconciliation entre nos concitoyens et les élus. Merci. Monsieur Colomba. Je dis dans la discussion générale que nous vivions dans un régime de république oligarchique régulé par la lapidation médiatique, et nous en avons le produit. Tous les amendements visant à diminuer cet aspect hiérarchique de notre République ont été évacués, au motif que, on ne s'occupe pas de ça, ce n'était pas l'objet du texte. Précisément, pourquoi ce n'est pas l'objet du texte, on peut se le demander. Par contre, on a désigné les boucs émissaires. À nouveau, les élus font les frais de ce populisme, parce qu'on nous invite... Quand il y a un risque que le régime soit un peu perturbé, on invoque le populisme. C'est vilain le populisme, c'est pas beau, enfin, etc. Mais alors, là, c'est quoi? Là, c'est pas du populisme ce qu'on fait. C'est complètement du populisme. Ceci dit, pour venir à nos affaires présentes, je dirais que c'est moins pire qu'on pouvait craindre, grâce à notre commission des lois. Et ce qui explique que la majorité nette de notre groupe multiple s'abstiendra sur ce texte,
pour tenir compte justement de ces avancées, comme on dit dans le langage progressiste. Quant à moi, je resterai résolument contre, parce que je trouve que ça n'est pas bon. Ça n'est pas bon pour notre République que de céder ainsi à ce type de populisme. Regardez bien l'étude d'impact. Tout article est expliqué par un micro-scandale ou maxi-scandale. Il n'y a pas de raison de fond, on n'a pas à raisonner sur l'équilibre des pouvoirs, sur ceci ou sur cela, mais c'est parce qu'il y a eu telle et telle émeute médiatique que, eh bien, on a cru bon de faire ce texte. Chaque article, regardez bien, c'est ça. Alors, si c'est ça, gouverner, c'est pas ma conception. Monsieur Filleul. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voulais rappeler que le groupe La République En Marche votera ce projet de loi organique et se félicite de l'excellent compromis qui a été trouvé par la Commission des lois, le président Bas, sur la réserve parlementaire. Il fallait vraiment trouver, Madame la Ministre, les moyens que les territoires soient irrigués des mêmes montants, à peu près, on verra ce que le gouvernement décidera, des mêmes montants parce que ça correspond à un véritable besoin. Et je souhaite que nos collègues de l'Assemblée nationale soient bien inspirés en suivant la position du Sénat. Monsieur Laménie. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, je m'exprimerai aussi en remerciant et en saluant vraiment le travail de la Commission des lois, son président, rapporteur Philippe Bas, en liaison avec la Commission des finances et sa présidente, Madame André. Je crois que c'est aussi un travail de fond, un travail collectif dans lequel, je dirais, nous avons eu beaucoup d'échanges, de dialogues, de construction. Et je crois que je rappellerai aussi, il y a quelques jours, Monsieur le Premier ministre s'est exprimé dans cet hémicycle en rappelant son attachement au bicamérisme. Donc je crois que ce texte est aussi une mesure, un exemple aussi important de rappeler aussi, nous respectons tout le monde. Je crois qu'à l'inverse, la Haute Assemblée doit être respectée. Je crois que les élus que nous sommes aussi des élus de base, aussi au départ. Et je crois que là, nous sommes attachés à nos territoires, et en particulier que ce soit les territoires urbains et les territoires ruraux. Et je crois que ce qu'on a parlé de transparence, d'exemplarité, nous sommes unanimement attachés. Les avancées significatives qui ont été, je dirais, émises, votées au travers différents amendements aussi de qualité qui ont pu être discutés. Et puis naturellement, je dirais, la notion d'exemplarité, de dévouement, de travail, mais je crois que on réinsistera, mais on demande surtout beaucoup de vigilance et je crois que là-dessus il faut rester néanmoins particulièrement vigilant sur l'évolution de ce texte parce que il est certes particulièrement important, mais il faut qu'on puisse continuer à avoir une certaine autonomie, une certaine marge de manœuvre, je dirais, puisque on vote quand même le budget de l'État et le budget de la sécurité sociale. Et puis je crois qu'il ne faut pas non plus que tout dépend des hautes administrations. Donc on est réellement attaché notamment au financement des petits dossiers, on l'a vu, pour aider les petites communes en particulier, et je crois qu'on y reste particulièrement attaché. Donc un grand merci à nos commissions respectives. Merci, Monsieur Gremillet. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur président et mes chers collègues, quand je prends ce document dans les mains, ce texte que nous allons voter, que je vais voter, et que je lis effectivement le titre « Rétablir la confiance dans l'action publique », avant l'intervention, une certaine intervention hier soir, je n'avais pas l'intention d'intervenir pour l'explication de vote. Mais lorsque hier on nous expliquait que dans cet hémicycle, il y avait le vieux monde et le nouveau monde, et que je vois ce titre, et que je vois que celui qui a porté ce texte
n'est pas là, dans ce nouveau monde. Quand je vois qu'effectivement, dans ce nouveau monde, certaines personnes se sont engagées devant les yeux dans les yeux face aux Français dans les débats politiques de ces dernières élections, dans les primaires, en disant « si je suis battu, effectivement, je soutiendrai celui que démocratiquement aura été élu ». Si c'est ça, effectivement, le nouveau monde, alors que ces personnes, pour certains, se retrouvent dans des responsabilités importantes, je m'interroge. Je ne voudrais pas aller plus loin dans cette interrogation, mais c'est simplement pour dire qu'il faut rester humble. C'est dommage que le président Patriat n'est pas là, parce que, vous voyez, il n'y a pas le nouveau et le vieux monde. La confiance, ça ne se décrète pas. C'est quelque chose qui s'acquiert au quotidien par le travail de celles et ceux qui sont sur le terrain. Et donc, soudainement, parce qu'on aura voté ce texte, ce n'est pas pour autant que les choses seront plus merveilleuses qu'avant, parce que déjà avant, elles étaient déjà merveilleuses. Il y a eu du travail qui a été réalisé par les élus. Et je voudrais, à cet instant, dire tout simplement, faisons attention. Et je terminerai mon propos en remerciant vraiment sincèrement à la fois la commission des lois et le président, notre rapporteur Philippe Bas, parce qu'effectivement, il y avait des lacunes dans l'absence sur les attachés parlementaires, des lacunes sur l'action territoriale, le soutien à l'action territoriale, et effectivement, tout ça, ça a été repris, et c'est pour ça que je voterai ce texte. Mais encore une fois, pour rester humble, la confiance, ça ne se décrète pas. Et Monsieur Van Dieren, donc. Monsieur le Président de la Commission des lois, notre groupe va faire confiance dans la capacité de trouver, malgré la procédure accélérée, les bases d'un accord en CMP. C'est pour ça que la proposition du président de la Commission des lois est importante. Comme il est important de constater que notre débat coïncide avec ce matin la venue et le cri d'alarme poussé par le ministre Mézard sur la situation du rural en France. Comme il est important aussi de remarquer à quel point les associations d'élus, toutes tendances confondues, auront à coup sûr, puisqu'on les connaît, auront à coup sûr l'occasion lundi de dire à quel point ils sont aujourd'hui, pour un grand nombre de ces communes, en situation exempte. Moi, je suis un élu de l'urbain et je ne serai plus sénateur en septembre. Je suis arrivé ici en 2011, j'avais une idée extrêmement réservée, pour ne pas dire hostile à la réserve, tellement son opacité et voire son caractère discrétionnaire, ses montants étaient exorbitants du droit commun. Le Sénat a fait, toutes tendances confondues, un travail considérable et la présidente de la Commission des finances doit en être remerciée. Alors je voudrais dire, vous n'allez quand même pas tuer le bébé au moment où il est guéri. Hein, c'est plutôt les méthodes de transparence appliquées par la Commission des finances du Sénat qui devraient inspirer la transparence sur les dotations dites réserves ministérielles. Voilà, c'est mon témoignage et c'est un acte de confiance dans la poursuite du dialogue avec l'Assemblée nationale. Merci. Monsieur Delcros. Oui, merci, Monsieur le Président. Notre groupe votera à la quasi-unanimité en faveur du texte issu du Sénat. C'est un texte pragmatique qui qui préserve à la fois autant que possible l'intérêt des territoires, et notamment l'intérêt des territoires ruraux et des communes les plus petites et les plus fragiles, et qui en même temps tient compte du contexte, de la réalité du contexte. Et en prenant en compte l'intérêt des territoires et en tenant compte également du contexte, je pense qu'on donne à ce texte la crédibilité qui lui permettra, j'espère, de trouver un débouché législatif au terme de l'examen qui sera fait par l'Assemblée nationale. Et en tous les cas, c'est le message, je pense, qu'on peut vous passer, Madame la Ministre, c'est qu'on a fait des efforts pour rendre ce texte crédible,
au regard des intentions du gouvernement. C'est ce qui me paraissait important et c'est ce qui nous donne un espoir de le voir aboutir. Je vous remercie. Merci, M. Delcros. Bien, je n'ai plus de demande d'explication de vote. Madame la ministre, vous voulez vous exprimer ou à la fin? À la fin, plutôt. Alors, je mets donc aux voix l'ensemble du projet de loi organique dont la Commission a ainsi rédigé l'intitulé « Projet de loi organique pour la régulation de la vie publique ». En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit. Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin va être ouvert dans quelques instants. Bien, mes chers collègues, voici le résultat du scrutin 121 sur l'ensemble du projet de loi organique pour la régulation de la vie publique. Nombre de votants, 331. Nombre de suffrages exprimés, 302. Pour l'adoption, 300. Contre 2. Le Sénat a adopté. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci infiniment, Monsieur le Président. Je voudrais vraiment vous prendre 2 minutes de votre temps pour vous remercier, mesdames et messieurs les sénateurs, d'abord pour l'adoption des 2 textes et puis surtout pour la qualité de vos observations, non pas tant leur qualité d'ailleurs, parce que je n'ai pas apporté un jugement sur la qualité, mais sur le contenu de vos observations. Je crois que ça nous sera très utile. Il y a bien sûr des divergences, et je crois qu'il nous appartient de les assumer, c'est cela la démocratie, mais il y a également beaucoup de points qui ont pu être travaillés ensemble et qui nous ont permis de progresser. Je voudrais ici dire le caractère tout à fait remarquable des relations que nous avons pu conduire avec la Commission des lois et avec son président, M. Philippe Bas. Je crois que ce travail-là a permis de trouver des points d'entente là où ce n'était pas certain. Je pense notamment à l'IRFM. Nous sommes encore en train de travailler sur d'autres points qui restent à ce stade non compromis, dans tous les sens du terme, et je pense là notamment à la question de la réserve et d'autres encore. Voilà, mais je suis persuadée que grâce à votre concours, nous pourrons progresser sur ce texte. Je vous remercie. Voilà pour les débats des sénateurs autour de la réserve parlementaire et l'adoption finale de ce projet de loi organique rétablissant la confiance dans l'action publique, une adoption très large, 300 voix pour, seulement 2 voix contre. Notez que les sénateurs ont adopté les modifications de la commission sur la réserve parlementaire. Il n'y aura pas de suppression sèche et également les sénateurs souhaitent que cela soit compensé par une dotation de soutien aux communes, à l'investissement dans les communes. L'objectif du gouvernement, c'est que les projets de loi de moralisation soient adoptés début août et normalement, l'Assemblée nationale débattra de ces textes à partir du 24 juillet. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.